Quand la musique était rare, sa convocation était bouleversante, comme sa séduction vertigineuse. Quand la convocation est incessante, la musique devient repoussante. Et c'est le silence qui vient héler et devient solennel. Le silence est devenu le vertige moderne. De la même façon qu'il constitue un luxe exceptionnel dans les mégapoles. La musique, par la multiplication, non de son usage au contraire s'est raréfié, mais de sa reproduction comme de son audience, a désormais franchi la frontière qui l'opposait au bruit. En ville, la diffusion des mélodies a engendré des réactions de phobie, dégénérant de façon héroïque sous forme de meurtre à la carabine. À la campagne, la rareté des agressions, avions, tracteurs, scies électriques, détonation des fusils, motocyclettes tout-terrain, perceuses et visseuses, toutes cloisons, tondeuses à gazon, bennes à ordures, postes de télévision, tourne-disques même, situés à plus d'1 kilomètre, portés par bouffées, par le vent, permet parfois de recomposer peu à peu la musique comme un non-bruit. C'est à la campagne qu'il m'arrive de rejouer avec plaisir quelques instants de cette chose ancienne, exceptionnelle, convocative, dépossédante, fascinante, qui avait nom la musique. Les fredons surgissants. Les mots forment chaîne dans le souffle. Les images forment rêve dans la nuit.
Les sons aussi forment chaîne le long des jours. Nous faisons aussi l'objet d'une narration sonore qui n'a pas reçu dans notre langue une dénomination telle que le rêve. Je les nommerai ici les fredons surgissants. Les fredons surgissant inopinément quand on marche. Surgissant tout à coup, selon le rythme de la marche. Vieux chants, cantiques, ritournelles enfantines et conjuratrices, berceuses ou comptines, polka ou valse, chansons de société et refrains populaires, détritus de Gabriel Fauré ou de Lully. Les mâles d'osier dans la poussière, dans le grenier d'Ancenis, dans l'odeur âcre de la poussière sèche et fine, dans les raies de lumière que les lucarnes étroites concentraient, presque de la poudre d'un plâtre qui se répercutait sur les partitions de musique des ancêtres, qu'avaient écrites des filles de Quignard à la queue-leu-leu, tous facteurs d'orgue et organistes en Bavière, dans le Württemberg, en Alsace, en France, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XXe siècle. La plus grande part de leurs œuvres était notée sur un papier épais et bleu. L'or tombait de l'unique lucarne, permettait de les lire, poussait à en soulever la poussière, incitait à les fredonner. Le fredon ressurgissant de façon inopinée renseigne aussitôt sur l'état dans lequel on est, sur l'humeur dont sera tissé le jour. C'est ce qu'en classe de solfège on enseignait aux petits enfants sous le nom de l'armure. Le fredon dit en quel ton l'espace du corps est. Il distribue le nombre des dièses et des bémols dont il faudra se souvenir en jouant la pièce du jour, jusqu'à la progression de la nuit qui enveloppera le corps et le visage, mais n'assourdira aucunement le monde. Certains sons, certains fredons disent en nous quel ancien temps il fait actuellement en nous. Au temps de l'empereur Tiyao, vivait Yi. L'empereur envoya à Yi une troupe de ses meilleurs officiers pour lui demander d'accepter l'empire. Yi
fut pris d'une nausée imparable devant l'émissaire à la seule idée que l'empereur céleste eût songé à lui offrir de diriger le monde. La main sur la bouche, il ne put rien répondre et il se retira. Alors, il descendit à la rivière pour se laver les oreilles. Chao Fu poussa plus loin que Yiu Yeu le mépris des choses politiques. Alors qu'il descendait le flanc de la vallée pour aller faire boire son bœuf dans la rivière, Chao Fu vit Yeu Yeu accroupi sur la rive, penchant la tête à droite, inclinant la tête à gauche, en train de se laver les oreilles. Chao Fu s'approcha de Yiu Yeu et, après l'avoir salué à plusieurs reprises, il lui demanda la raison de ses gestes rythmés. Yiu Yeu rétorqua: l'empereur Tiao m'a proposé de prendre les rênes de l'Empire. Voilà pourquoi je suis en train de me laver soigneusement les oreilles. Tout le haut du corps de Chao Fu frémit. Il considéra en pleurant la rivière. Chao Fu tira son bœuf par le licol et ne lui permit plus de boire dans la rivière où Yiu Yeu avait lavé des oreilles qui avaient entendu une semblable proposition. Nous portons notre attention sur des sons identiques et qui se répètent à intervalles égaux, nous ne les entendons pas à l'unité. Nous les organisons spontanément en groupes de 2 ou 4 sons, quelquefois de 3, rarement de 5, jamais au-delà. Et ce ne sont pas les sons qui nous semblent se répéter alors, mais ce sont les groupes qui nous paraissent se succéder à eux-mêmes. C'est le temps lui-même qui s'agrège et se ségrège de la sorte. Henri Bergson prit l'exemple de l'horloge mécanique. Mais nous groupons toujours par 2 les marques sonores des secondes, comme si les horloges électriques avaient conservé en elles le fantôme de la danse d'un balancier. Les hommes qui habitent la France appellent tic
ce groupe sonore. Et c'est avec sincérité et presque de l'évidence qu'il nous semble que le temps entre tic et tac est plus court qu'entre le tac, qui semble terminer le double battement, et le tic, qui paraît commencer le groupe suivant. Ni le groupement rythmique, ni la ségrégation temporelle ne sont des données physiques. L'homme, pour peu qu'on lui demande, a un mal fou à parvenir à l'arythmie. Il lui est impossible de réussir une suite de frappés la plus irrégulière possible. On va essayer. Avec moi. Ou du moins, son audition lui est impossible. Dans un article publié en 1903, MacDougall proposa d'appeler intervalle mort le silence très particulier qui sépare à l'oreille humaine deux groupes rythmiques successifs. Le silence qui sépare ces groupes est d'une durée paradoxale qui naît à partir du fini et qui s'interrompt à partir du commençant. Ce silence que l'humanité entend n'existe pas. MacDougall l'appela mort. Mort. Mort.
La sonate de la maison ancienne, ignorant les générations, est d'une lenteur qui passe la mémoire de ses habitants successifs. Le plancher gémit, les persiennes battent, chaque escalier a sa clé. La porte de l'armoire craque et le ressort des vieux divans de cuir répond. Tous les bois de la maison, quand l'été les a desséchés, assemblent un instrument de musique à la fois régulier et désordonné, qui interprète une composition de perdition, travaillée par une destruction d'autant plus menaçante qu'elle est effective, même si sa lenteur ne la rend jamais entièrement perceptible aux oreilles de ses habitants humains. La maison ancienne chante un mélos qui, sans être divin, n'est pas à l'échelle de ceux qui ont été élevés ou qui y sont morts, que l'on a connus, et qui n'ont fait qu'y ajouter leur chant à l'aube ou bien le soir. C'est une lente mélopée qui parle à la famille, comprise comme une masse de plusieurs générations, qu'aucun de ces éléments forfaitaires ni de ces molécules privées et provisoires ne saisit vraiment, et qui gémit sans finir sur sa propre ruine qu'elle annonce. Tout son est l'invisible, sous la forme du perceur d'enveloppe. Qu'il s'agisse de corps, de chambres, d'appartements, de châteaux, de cités remparées. Immatériel, il franchit toutes les barrières. Le son ignore la peau, ne sait pas ce qu'est une limite. Il n'est ni interne, ni externe. Illimitant, il est inlocalisable. Il ne peut être touché, il est l'insaisissable. L'audition n'est pas comme la vision. Ce qui est vu peut être aboli par les paupières, peut être arrêté par la cloison, la tenture, peut être rendu aussitôt inaccessible par la muraille. Ce qui est entendu ne connaît ni paupières, ni cloison, ni tenture, ni muraille, indélimitable, nul ne peut s'en protéger. Il n'y a pas de point de vue sonore. Il n'y a pas de terrasse, de fenêtre, de donjon, de citadelle, de point de vue panoramique pour le son. Il n'y a pas de sujet ni d'objet de l'audition. Le son s'engouffre. Il est le violeur. Il se trouve que l'infini de la passivité se fonde dans l'audition humaine. C'est ce que je ramasse sous la forme. Les oreilles n'ont pas de paupières. Le son touche illico le corps, comme si le corps devant le son se présentait plus que nu, dépourvu de peau. Oreille? Où est votre prépuce? Oreille? Où sont vos paupières?
oreilles? Où sont la porte, les persiennes, la membrane ou le toit? Avant la naissance, jusqu'à l'ultime instant de la mort, les hommes et les femmes ouïssent sans un instant de cesse. Il n'y a pas de sommeil pour l'audition. C'est pourquoi les instruments qui réveillent le dormeur font appel à l'oreille. S'absenter de l'environ n'est pas possible pour Louis. Il n'y a pas de paysage sonore. Parce que le paysage suppose l'écart devant le visible. Il n'y a pas d'écart devant le sonore. Le sonore est le pays qui ne se contemple pas. Le pays sans paysage. La nature des sons est d'être invisible, en puissance de s'adresser à ce qui est invisible ou de se faire messager auprès de l'indélimitable. L'audition est la seule expérience sensible de l'ubiquité. C'est pourquoi les dieux finissent comme des verbes. Ce sont des voix qui viennent de nulle part. Entendre, c'est être touché à distance. Ouïr, c'est obéir. Écouter, se dit en latin obaudire. Obaudire a dérivé en français sous la forme obéir. L'audition, l'audience, est une obaudientia, est une obéissance. La musique viole le corps humain. Elle met debout. Les rythmes corporels fascinent. Les rythmes corporels. À la rencontre de la musique, l'oreille ne peut se fermer. La musique étant un pouvoir s'associe de ce fait à tout pouvoir. Elle est d'essence inégalitaire. Oui et obéissance sont liés. Un chef, des exécutants, des obéissants, telle est la structure que son exécution met aussitôt en place. Partout où il y a un chef et des exécutants, il y a de la musique. Platon ne pensa jamais à distinguer la discipline et la musique, la guerre et la musique, la hiérarchie sociale et la musique. Même les étoiles, ce sont les sirènes, selon Platon, astres sonores, producteurs d'or et d'univers. Cadence et mesure. La marche est cadencée. Les coups de matraque sont cadencés. Les saluts sont cadencés. La première fonction, ou du moins la plus quotidienne des fonctions assignées à la musique des Lagerkappel, consista à rythmer le départ et le retour des commandos. Comment entendre la musique, n'importe quelle musique, sans lui obéir? Comment entendre la musique à partir du dehors de la musique? Comment entendre la musique, les oreilles fermées? 1. La musique convoque au lieu où elle a lieu. 2. Elle assujettit les rythmes biologiques jusqu'à la danse. 3. Fait tomber par terre dans le cercle de la transe le mugissement qui parle dans le chaman. La voix chevrotte, le corps cabriole, sauter n'est pas bandit, ramper n'est pas glissé, saut de carpe, tarentelle, bal ou mascarade sont originairement la même chose. D'où viennent frétiller, gigoter, tituber, tempêter, gueuler, brailler, aboyer, vagir, violer, déblatérer, huer, intimider la tornade, fouetter l'ouragan,
Calmez le feu, assommez la rafale, semez la panique dans les pluies, attirez le troupeau dans son piétinement, ensorcelez la venue du fauve dans le corps du sorcier, terrifiez la lune, les âmes et le temps jusqu'à l'obéissance. Comment entendre la musique, n'importe quelle musique, sans lui obéir? Comment entendre la musique à partir du dehors de la musique? Comment entendre la musique les oreilles fermées? La musique, depuis la Seconde Guerre mondiale, est devenue un son non désiré. Une noise, pour reprendre un ancien mot de notre langue. Une noise. Une noise. Une noise. A noise. A noise. A noise.
Confidence personnelle dans un bois il y a 32 ans. Nous étions seuls parmi les feuilles jaunissantes et des raies frémissant de lumière. Elle baissait la voix jusqu'à l'amenuisement du souffle, jusqu'à l'assourdissement de ma perception pour me confier chaque désir. Je ne parvenais pas à entendre ce qu'elle disait, je me trompais une fois sur deux. Qui craignait-elle qu'il l'entendît? Un daim? Une feuille? Dieu? Ses lèvres remuaient vers mon oreille. Suave. Suave en latin veut dire doux, qui ne se fâche pas, des parents qui ne grondent pas, des hommes qui ne lancent pas leur voix pour dominer, des femmes qui ne se plaignent pas d'être des filles quand elles ne sont pas des mères et qui ne gémissent pas d'être des mères quand elles ne sont plus des filles, qui caressent, dont la voix est aimante, coulante, gaie comme un petit ruisselet de fonte des neiges qui descend de la montagne, qui descend du mont Sichuan, qui n'offense pas. Dans 2 trios de Londres de Haydn a lieu un événement très rare, des phrases qui se répondent et qui ont presque du sens. Elles sont à la limite du langage humain. Des petites sociétés sans hurlement, consonnées. Une réconciliation sonore. Ah. Il y a un vieux verbe français qui dit ce tambourinement de l'obsession, qui désigne ce groupe de sons qui toque la pensée rationnelle à l'intérieur du crâne et qui éveille ce faisant une mémoire non linguistique. Tarabuste est peut-être le mot qu'il faut proposer. Quelque chose me tarabuste. Tarabuste est un mot instable. 2 mondes distincts se croisent en lui, l'attirent à eux et partant le divisent selon 2 procès de dérivation morphologique qui sont l'un autant que l'autre trop vraisemblables pour que le philologue soit à même d'en décider. Le monde tarabuste est lui-même querellé entre le groupe de ceux qui rabâchent et le groupe de ceux qui tambourinent. Entre le groupe Rabasta, le prix de la querelle, le groupe rabachant, et le groupe Taboustar, frappé, talabousaré, tambouraré, la famille des résonateurs, des tambours. Ou coït humain vociférant, ou percussion d'objets creux,
L'obsession sonore ne parvient pas à départager dans ce qu'elle entend, ce qu'elle ne cesse de vouloir entendre et ce qu'elle ne peut pas avoir entendu. Entre ce qu'elle ne cesse de vouloir entendre et ce qu'elle ne peut pas avoir entendu. Un bruit incompréhensible et qui rabâche. Un bruit dont on ne savait pas s'il était querelle ou tambourinement, allaitement ou coup. Il était très rythmé. Nous venons de ce bruit. C'est notre semence. C'est notre semence. Simon Lax naquit le 1er novembre 1901 à Varsovie. Après ses études au conservatoire, il se rendit à Vienne en 1926. Pour vivre, il accompagnait au piano les films muets. Puis il se rendit à Paris. Il parlait le polonais, le russe, l'allemand, le français et l'anglais. Il était pianiste, violoniste, compositeur, chef d'orchestre. Il fut arrêté à Paris en 1941. Il fut interné à Bonn, à Drancy, à Auschwitz, à Kaufring, à Dachau. Le 3 mai 1945, il fut libéré. Le 18 mai, il était à Paris. Il désira évoquer la mémoire et la souffrance de ceux qui avaient été anéantis dans les camps, mais il voulut aussi méditer sur le rôle qu'avait joué la musique dans l'extermination. En 1948, il publia un livre intitulé « Musique d'un autre monde ». Ce livre ne fut pas accueilli et tomba dans l'oubli. La méditation propre à Simon Lax peut être divisée sous la forme de 2 questions. Pourquoi la musique a-t-elle pu être mêlée à l'exécution de milliers d'êtres humains ? Pourquoi y prit-elle une part plus qu'active ? C'est la sirène dans le conte d'Homère. Ulysse, attaché au mât de son vaisseau, est assailli par la mélodie qui l'attire. La musique est un hameçon qui saisit les âmes et les mène dans la mort. Ce fut la douleur des déportés, dont le corps se soulevait en dépit d'eux. C'est en musique que ces corps nus entraient dans la chambre. Dans le camp d'Auschwitz, Simon Lax fut violoniste, puis copiste de musique permanent, enfin chef d'orchestre. Le chimiste italien Primo Levi entendit le chef d'orchestre polonais Simon Lax diriger. La première fois où Primo Levi entendit la fanfare à l'entrée du camp jouant Rosamunda, il eut du mal à réprimer le rire nerveux qui se saisit de lui. Alors il vit apparaître les bataillons rentrant au camp avec une démarche bizarre. Avançant en rang par 5, presque rigides, le cou tendu, les bras au corps comme des hommes faits de bois, la musique soulevant les jambes des dizaines de milliers de sabots, contractant les corps comme ceux d'automates. Comment entendre la musique, n'importe quelle musique, sans lui obéir? Comment entendre la musique à partir du dehors de la musique? Comment entendre la musique, les oreilles fermées? Comment entendre la musique, n'importe quelle musique, sans lui obéir? Comment entendre la musique à partir du dehors de la musique?
Comment entendre la musique, les oreilles fermées? En 1943, dans le camp d'Auschwitz, pour la veillée de Noël, le commandant donna l'ordre aux musiciens du lager d'aller jouer des chants de Noël allemands et polonais devant les malades de l'hôpital pour femmes. Simon Lax et ses musiciens se rendirent à l'hôpital pour femmes. Dans un premier temps, les pleurs saisirent toutes les femmes, particulièrement les femmes polonaises, jusqu'à former un sanglot plus sonore que la musique. Dans un second temps, aux larmes succédèrent les cris. Les malades criaient « Arrêtez! Arrêtez! Fichez le camp! Du balai! Laissez-nous crever en paix !» Il se trouva que Simon Lax était le seul des musiciens à comprendre le sens des mots polonais que les femmes malades hurlaient. Les musiciens regardèrent Simon Lax qui leur fit un signe et ils se replièrent. Simon Lax dit qu'il n'avait jamais pensé jusque-là que la musique pût faire si mal. La musique fait mal. Mais arrêtez! Fichez le camp! Fichez le camp! Laissez-nous crever en paix! La musique n'est pas destinée à inspirer les hommes dans la transe, mais à leur permettre de marcher au pas et de rester en ordre serré. Sans musique, une ligne de bataille est exposée à se désorganiser au moment où elle s'avance pour la charge. La chanson permet de tirer et de tuer. Cette fonction persiste dans la musique la plus savante. Une des choses les plus difficiles, des plus profondes, des plus désorientantes qui ait été exprimée sur la musique dans les camps de la mort a été dite par le violoniste Karel Froelich, qui survécut à Auschwitz. Karel Froelich te dit que dans le camp étaient réunies les conditions idéales pour composer de la musique ou pour l'interpréter. L'insécurité y était absolue. Le lendemain était promis à la mort. L'art était la même chose que la survie. À toutes ces conditions, Karel Froelich ajoutait encore un facteur essentiel impossible aux sociétés normales. Nous ne jouions pas réellement pour un public, puisque celui-ci disparaissait continuellement.
Les musiciens jouaient pour des publics aussitôt morts qu'ils allaient eux-mêmes rejoindre en montant dans le train de façon imminente. Karel Fröhlich se disait, c'est ce côté à la fois idéal et anormal qui était insensé. Victor Ullmann pensait comme Karel Fröhlich. Victor Ullmann mourut à Auschwitz le 17 octobre 1944. La dernière œuvre composée par Victor Ullmann dans le camp est intitulée 7e sonate. Il la dédia à ses enfants, Max, Jean et Félix. Il la data du 22 août 1944. Puis, poursuivant la réflexion de Karel Fröhlich, Victor Ullmann a porté au bas de la première page un copyright sarcastique. Il y a un humour ultime. Les droits d'exécution sont réservés par le compositeur jusqu'à sa mort. J'ai laissé se détendre les cordes sur le violoncelle. J'ai reposé ce livre que j'écris sur le fauteuil en matière plastique sur lequel j'avais posé mes pieds et que j'avais placé devant moi dans l'herbe. Je n'ai plus que la tête sous le genévrier. Le silence est une espèce de vacarme assourdissant. La lumière blanche
épaisse, lente, brûlante, a envahi les jambes. La chaleur de la lumière est telle qu'elle les couvre d'eau. Je repousse les fauteuils sur l'herbe. La vie est harassante. Ma tête tourne, mais il est vrai que je tourne la tête. Le jardin a moins de fleurs. La saison s'avance. Les rosiers le long de vieux murs lancent leurs dernières grappes. Mais les feuilles qui pendent autour de leurs branches sont flétries. Le noisetier touffu sur le bord de la rive n'est même plus intensément vert, il est devenu noir. Le fleuve passe plus lentement à son pied. On ne sait s'il passe, son déplacement ni le vent ne forment aucune ride à la surface. On ne sait si la mer attire encore l'onde. Deux orties blanches très longues se penchent au-dessus d'elle. Elles tendent leur visage à leur reflet qui brille dans l'eau noire. Une libellule est posée sur l'anneau des anciennes gabarres. Le mot qui les désigne ne ramène même plus un souvenir de transport au terme de sa chaîne. C'était un transport ancien, un transport silencieux. Les canards dorment alignés le long de l'herbe sèche qui descend vers le fleuve. À part le chèvrefeuille sous le porche, à vrai dire, on ne le sent qu'auprès de la petite maison. On ne perçoit dans le jardin aucune odeur, on ne sent que la chaleur de son corps. Il est vrai que parfois il vient, une ou deux fois dans l'heure, on ne sait d'où, un parfum de pourriture et presque de mort. Rien ne bouge, rien ne bouge plus. Je n'entends même plus le souffle qui m'anime. Le vent n'existe plus. Le vaste ensemble de la bambouseraie se secoue plus qu'il ne frémit. Devant elle, le genêt craque ses écales noires et sèches, faisant tomber subitement ses graines sur l'herbe rase et jaune. Rien d'humain n'a jamais apporté à ce monde. Rien d'humain n'a jamais éveillé l'intérêt des fleuves ni des fleurs. Tout s'estompe dans les grains de cette brume floue que le feu du soleil a ajouté à la chaleur de la lumière. Le soleil de midi commence à décliner. Le fleuve des morts lui-même s'est endormi. Rien d'humain n'a jamais importé à l'eau qui stagne et ne rafraîchit plus. Rien d'humain n'a jamais importé aux rêves qui visitent le sommeil des hommes. Rien d'humain n'a jamais apporté aux visions qui les éblouissent sous leurs paupières refermées.
Au XVIIIe siècle de notre ère, Yann Delors, Jean Delours, attache solidement sous ses bras la corde. Il descend au fond du puits. Le trou s'enfonce verticalement dans la terre sans qu'il en perçoive le fond. Les parois sont gluantes, des chauves-souris s'échappent silencieusement dans l'obscurité. La descente dure 3 jours pleins. Au bout du 3e jour, sa canne de 40 quintaux heurte le fond de la terre. Yann Delors se libère de la corde. Il fait quelques pas dans l'immense caverne où il vient de parvenir. Un grand tas d'os jonche le sol. Il marche au milieu des crânes. Il entre dans un château au milieu de la grotte. Il marche, mais ses pas ne résonnent plus. Yann lance sa canne de 40 quintaux sur le sol de marbre. Cela fait le bruit d'une plume d'oiseau qui tombe sur la neige. Yann Delors se comprend aussitôt que ce château est la demeure où les sons ne peuvent pas naître. Il lève la tête vers un chat gigantesque fait de calcite, de verre lumineux, de cristal. Le grand chat porte sur le front une escarboucle qui flamboie dans l'obscurité. Il y a partout des arbres chargés de pommes d'or qui entourent une fontaine muette. L'eau jaillit, puis retombe sans qu'on n'entende rien. Assise au bord de la fontaine, une jeune fille, belle comme l'aurore, peigne sa chevelure avec un croissant de lune. Yann Delors s'approche d'elle, mais elle ne le voit pas. Les yeux de la jeune fille merveilleuse restent irrésistiblement fixés sur les feux de l'escarboucle qui maintient le lieu sous son charme. Yann veut lui parler. Il pose sa question. Mais sa question ne résonne pas. La femme est ensorcelée, pense Yann Delors. Et moi, je vais devenir un homme fou dans ce silence de mort. Alors Yann soulève sa canne de 40 quintaux, la brandit et en donne un grand coup sur la tête du grand chat de cristal. Tous les stalactites se brisent en émettant le plus beau chant du monde. Les sons emprisonnés deviennent tout à coup libres. La fontaine murmure. Les dalles résonnent. Les feuilles bruissent sur les branches des arbres. Les voix parlent.